Le frère cadet de mon mari a crié, « Pourquoi ignores-tu ton mari ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Peut-être parce qu'il couche avec ta femme. » Ce qui s'est passé ensuite a plongé tout le monde dans la panique, mais tout avait commencé des semaines plus tôt avec un vase de tulipes blanches et une chaise vide. Je m'appelle Élodie Mercier. J'ai 34 ans, et jusqu'à ce vendredi soir, je pensais que le plus gros problème de mon mariage était que mon mari travaillait trop. Marc et moi étions ensemble depuis 6 ans. Il était brillant, ambitieux, charismatique. Le genre d'homme capable d'entrer dans une pièce sans connaître personne et d'en ressortir avec 3 nouveaux contacts dans son téléphone. J'admirais autrefois cette soif de réussite. À 21h07, le soir de notre anniversaire de mariage, j'étais assise seule dans notre salon à Boulogne-Billancourt. Notre réservation était pour 19h. 2 verres de vin intacts étaient posés sur la table. Des tulipes blanches reposaient dans un vase près de la fenêtre. Le téléphone de Marc tombait directement sur sa messagerie vocale. Son seul SMS était arrivé à 20h45. Toujours en réunion. Impossible de parler. Le soir de notre anniversaire. Un vendredi soir. Après presque 14 heures passées à travailler soi-disant avec Valérie, sa directrice, qui était aussi la femme de son frère cadet, Étienne. Valérie monopolisait l'emploi du temps de Marc depuis près de 3 mois. Au début, j'avais accepté la situation. Elle était cadre supérieur. Marc voulait une promotion. Les délais serrés faisaient partie du métier. Mais avec le temps, les coïncidences ne ressemblaient plus à des coïncidences. Marc a fini par franchir la porte après 21h. Sa sacoche en cuir a atterri sur le banc de l'entrée. Il a retiré ses chaussures sans même regarder les fleurs. Sans même me regarder. Ne commence même pas, Élodie. Je n'avais pourtant rien dit. C'est notre anniversaire. Marc a laissé échapper un rire bref et irrité. Valérie m'a noyé sous les rapports trimestriels. Je n'ai pas besoin d'un procès au moment même où je rentre à la maison. Un procès ? La prochaine fois, évite peut-être de supposer que je peux tout lâcher parce que tu as fait une réservation au restaurant. Quelque chose dans cette phrase me dérangeait. C'était trop fluide. Trop répété. Comme s'il s'était entraîné avant de passer le pas de la porte. Intéressant, ai-je dit. Tu me poses un lapin, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai tort de le remarquer. Oh mon Dieu. Voilà que tu joues encore la victime. Pas de jeu. Tu as raté notre anniversaire. Ta patronne t'a encore retenu tard, et d'une certaine façon, attendre un minimum de respect fait de moi une femme autoritaire. Pendant une demi-seconde, quelque chose a traversé son visage. Puis il est monté à l'étage. J'ai ramassé les tulipes et je les ai jetées à la poubelle. En restant là, j'ai commencé à repenser aux 3 derniers mois. Valérie. Toujours Valérie. La même femme mariée au propre frère de Marc. La même femme qui réclamait Marc pour presque chaque projet nocturne. Le dernier Noël me revenait à l'esprit différemment. Valérie avait accaparé Marc près du bar pendant 20 minutes pendant qu'Étienne discutait avec la famille à l'autre bout de la pièce. J'avais pensé que c'était du travail. Maintenant, je n'en étais plus sûre. Alors, au lieu d'affronter Marc, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à tout noter. Pendant 3 jours, notre maison est devenue glaciale. Marc répétait sans cesse les mêmes phrases. Tu me mets la pression. Tu ne respectes pas ma carrière. Tu n'as pas confiance en moi. Je ne discutais pas. J'observais. Ses habitudes avaient changé. Ses horaires de sport devenaient aléatoires. Son téléphone restait face contre table. Le nom de Valérie apparaissait constamment. Puis, à 23h43 le lundi soir, Marc a appelé. Je reste au bureau. Semaine d'audit. Valérie a besoin que tout soit fini d'ici demain matin. Derrière lui, j'ai entendu l'écho d'un parking souterrain. Je viens te chercher. Silence. Quoi ? Je serai là dans 20 minutes. Élodie, c'est ridicule. 20 minutes. Tu es en train de devenir étouffante. J'ai raccroché.
Le centre-ville était presque désert. La Peugeot 508 grise de Marc était garée près du trottoir avec les feux de détresse allumés. Pendant quelques minutes, je me suis demandé si je n'étais pas vraiment devenu paranoïaque. Puis les portes de l'immeuble se sont ouvertes. Marc est sorti. Valérie le suivait. Ils se sont arrêtés sous les lumières de l'entrée, se tenant bien plus près que ne le nécessitait une relation professionnelle. Valérie a touché son épaule. Sa main a glissé lentement le long de son bras. Marc ne s'est pas écarté. Puis il a vu ma voiture. Tout son corps s'est raidi. Marc a traversé la rue et a ouvert la portière passager. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin qu'on me raccompagne. Monte. C'est embarrassant. Monte dans la voiture, Marc. Il s'est exécuté. Pendant tout le trajet, je suis restée silencieuse. Il ne cessait de me jeter des coups d'œil, attendant des accusations. Je ne lui ai rien donné. Le lendemain matin, j'ai déposé Marc au bureau. À 8h05, il est descendu sans dire au revoir. J'allais partir quand une jeune femme s'est approchée de ma voiture. Veste cintrée, queue de cheval haute, regard nerveux. Êtes-vous Élodie Mercier? Oui. La femme de Marc? Oui. Elle a regardé vers le bâtiment. Pouvez-vous le prouver? 10 minutes plus tard, nous étions assises au fond d'un café. Elle s'appelait Solène. Elle travaillait à la sécurité. Je ne devrais pas faire ça, a-t-elle murmuré. Alors ne le faites pas. Ses doigts se sont serrés sur son téléphone. Mais je ne peux plus rester là sans rien dire. Elle a fait glisser le téléphone vers moi. Des images de vidéosurveillance. 23h42 la nuit précédente. Marc se tenait dans une salle de conférence sombre. Valérie est entrée. Elle a posé une main sur sa taille. Marc s'est tourné vers elle. Puis ils se sont embrassés. Sans hésitation. Sans gêne. Ils bougeaient comme des gens qui l'avaient fait de nombreuses fois auparavant. J'ai regardé une fois. C'était suffisant. Depuis combien de temps? Quelques mois à ma connaissance. Solène a baissé la voix. Valérie a une habitude. Elle confie à certains employés des projets spéciaux, des réunions tardives, des opportunités de voyage, pour qu'ils se sentent privilégiés. Elle a déjà fait ça? Solène a hoché la tête. Elle a essayé quelque chose de similaire avec une autre employée. Quand cette femme s'est plainte, ses évaluations de performance se sont soudainement effondrées. Puis Solène a sorti une clé USB. Il y a plus que ça. Des créneaux sur le calendrier, des approbations de voyage, des relevés de badge, des réunions après les heures de bureau. Pourquoi venir me voir? Parce que Valérie est mariée au frère de votre mari. Personne dans l'entreprise ne veut y toucher. Cette phrase m'a fait presque aussi mal que la vidéo. Étienne, le frère cadet de Marc, l'homme avec la femme de qui Marc couchait apparemment depuis des mois. Envoyez tout sur une adresse email privée, ai-je dit. Solène m'a fixé. Vous êtes incroyablement calme. Je suis en train de décider de ce qui est prioritaire. Ce soir-là, j'ai retiré Marc de mes contacts d'urgence, j'ai arrêté les virements automatiques, j'ai mis mon passeport et mes documents importants en sécurité. Puis j'ai ouvert 6 mois de relevés bancaires. Des frais de restaurant apparaissaient les soirs où Marc prétendait travailler tard. Les frais de parking correspondaient aux dates de Solène, les frais d'hôtel, les remboursements de kilométrage, les dîners avec des clients. Plus je cherchais, pire c'était. Marc et Valérie n'avaient pas seulement caché une liaison. Ils semblaient avoir déguisé des dépenses personnelles en frais professionnels. Valérie approuvait elle-même les remboursements de Marc. J'ai créé un tableau. Date, montant, lieu, approbation. 3 soirs plus tard, j'étais assise face à un ami de la famille qui pratiquait le droit depuis des décennies. Il a écouté sans m'interrompre. Que veux-tu, Élodie? Un divorce propre, une protection financière, et je veux que l'entreprise de Valérie sache exactement ce qu'elle a fait. Il s'est adossé à sa chaise. Alors nous ne commençons pas par les ressources humaines. Pourquoi? Les RH protègent l'entreprise.
Tu dois t'adresser aux personnes qui ont peur des responsabilités juridiques. Il a commencé à écrire. Conseiller externe, comité de surveillance, assureur en responsabilité professionnelle, demande de conservation des preuves. Si ces relevés de dépenses sont ce qu'ils semblent être, Marc subira aussi des conséquences professionnelles. Je sais. Des conséquences peut-être graves. J'ai pensé à notre anniversaire, à la chaise vide, aux fleurs, à la façon dont Marc m'avait trahi puis m'avait blâmé pour l'avoir remarqué. Il a fait ses choix. Samedi matin, Marc est descendu avec une valise. Séance de stratégie à Lyon. De retour dimanche. Je rangeais des reçus sur le comptoir de la cuisine. Amuse-toi bien. Il s'est arrêté. Ça ne te fait rien de savoir où je vais? Profite bien de Lyon. Il est resté là, attendant que je le défie. Je ne l'ai pas fait. 5 minutes après son départ, j'ai appelé mon avocat. Il est parti. Venez. 1 heure plus tard, tout était étalé sur son bureau. Vidéo de surveillance, relevé de badge, rapport de dépenses, capture d'écran de calendrier. Puis nous avons trouvé quelque chose que Marc n'avait pas l'intention de nous donner. Il avait posté une photo ce matin-là. Un café près d'une fenêtre. Le fichier original contenait encore les métadonnées de localisation. Mon avocat a tourné l'ordinateur vers moi. Les coordonnées n'étaient pas à Lyon. Elles indiquaient une adresse en banlieue, la maison d'Étienne et Valérie. Étienne passait le week-end chez leur mère. Marc le savait. Valérie le savait. Et maintenant, je savais exactement où il serait dimanche soir. Mon avocat a sorti la requête en divorce, puis la demande de conservation des preuves, puis le dossier de preuves. L'huissier peut livrer tout cela demain soir. Chez Valérie? Oui. Pendant que Marc est là-bas. Il a fait glisser un stylo sur le bureau. Si votre mari veut prétendre qu'il est à Lyon, la soirée de dimanche risque de devenir très inconfortable. J'ai signé. Ce qu'aucun de nous ne savait, c'était qu'Étienne rentrerait plus tôt que prévu. Et quand il me verrait debout dans son allée pendant que Marc essaierait désespérément d'attirer mon attention, il me regarderait et crierait « Pourquoi ignores-tu ton mari ?» Et je lui dirais enfin la vérité. Peut-être parce qu'il couche avec ta femme. Le dimanche soir est arrivé trop calmement. À 19h52, je me suis garé près de la maison d'Étienne et Valérie. La Peugeot grise de Marc était dans l'allée à côté de la voiture de Valérie. On repassera pour le voyage à Lyon. À 20h pile, l'huissier est arrivé. Je suis resté dans ma voiture pendant qu'il marchait vers la porte. Valérie a répondu pieds nus, vêtue d'un jean et d'un pull ample. Valérie Cole? Oui. Vous avez été signifié. Il lui a tendu le dossier. Son expression est passée de la confusion à la panique alors qu'elle feuilletait les pages. Demande de divorce, conservation des preuves, relevé de dépenses, horodatage de sécurité. Puis Marc est apparu derrière elle. En jogging, t-shirt, certainement pas en séance de stratégie à Lyon. Il a regardé par-dessus l'épaule de Valérie et s'est figé. C'est à ce moment-là que je suis sortie. Marc m'a vu. Élodie. J'ai remonté l'allée. Élodie, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu avais dit Lyon. Je peux expliquer. Tu le peux toujours. Valérie brandissait les papiers. Tu n'avais pas le droit d'impliquer mon entreprise. La liaison est personnelle, ai-je dit. Les rapports de dépenses frauduleux ne le sont pas. Puis des phares ont balayé l'allée. Un gros SUV noir s'est garé. Étienne. Il n'était pas censé revenir avant lundi. Il est descendu en portant un sac de voyage et nous a fixés tous les 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Marc s'est immédiatement dirigé vers moi. Élodie, s'il te plaît. Je me suis détournée. C'est là qu'Étienne a craqué. Pourquoi ignores-tu ton mari? Je l'ai regardé directement. Peut-être parce qu'il couche avec ta femme. Silence. Marc a cessé de bouger. Valérie est devenue livide. Le sac d'Étienne a glissé de sa main. Quoi? Marc et Valérie ont une liaison. Il a regardé Marc.
Dis-moi qu'elle ment. Marc n'a pas pu. Puis Étienne s'est tourné vers Valérie. Depuis combien de temps? Étienne, rentrons à l'intérieur. Depuis combien de temps? Quelques mois. Étienne a eu un rire brisé. Mon propre frère? Marc a fait un pas en avant. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu as couché accidentellement avec ma femme pendant 3 mois? Valérie a essayé d'intervenir. Ce n'était pas prévu. Ça rend les choses meilleures? Étienne a sorti son téléphone. Ses yeux se sont rétrécis devant quelque chose sur l'écran. Préparation d'audit le dimanche avec Monsieur Valérie s'est figé. Il a continué à faire défiler leur calendrier partagé. Chaque dimanche depuis 3 mois. Un autre geste. Réservation au restaurant. Puis son expression a totalement changé. Une confirmation d'hôtel. Valérie a voulu lui prendre le téléphone. Étienne. Il a reculé. Tu as utilisé mes points de fidélité hôtelier? Personne n'a répondu. Les points de notre voyage d'anniversaire? Marc a baissé les yeux. C'était suffisant. Étienne a fixé Valérie. Tu as utilisé nos points d'anniversaire pour emmener mon frère à l'hôtel. De l'autre côté de la rue, une lumière de Porsche s'est allumée. Puis une autre. Valérie a baissé la voix. Pouvons-nous s'il vous plaît entrer à l'intérieur? Dans notre maison? Étienne l'a fixé. Est-ce que tu l'as fait venir dans ma maison? Silence. Son visage s'est durci. Tu as couché avec mon frère dans notre maison. Valérie a commencé à pleurer. Je suis désolée. Tu es désolée d'avoir été prise. Puis elle m'a soudain pointé du doigt. Tu as planifié tout ça. Non. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste documenté. Marc a lancé. Tu voulais nous humilier. Tu couchais avec la femme de ton frère. Tu n'avais pas besoin de mon aide. À ce stade, les voisins regardaient. L'un d'eux filmait avec son téléphone. Étienne a regardé Valérie. Sors de là. C'est aussi ma maison. Alors c'est moi qui pars. Il a attrapé son sac. Valérie lui a tenu le bras. Nous pouvons arranger ça. Étienne s'est dégagé. Tu ne peux plus dire nous. Puis il a regardé Marc. Et tu n'es plus mon frère ce soir. Marc est devenu pâle. Le dossier juridique a glissé des mains de Valérie, éparpillant les papiers sur le porche. Étienne en a ramassé un. Ses yeux ont parcouru les relevés de dépenses. Qu'est-ce que c'est que ça? Valérie s'est précipitée vers lui. Ne fais pas ça. Il a reculé. Tu as approuvé les frais d'hôtel de Marc? Aucun des deux n'a répondu. Étienne a regardé de l'un à l'autre. Donc ce n'est pas seulement une liaison. Valérie s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu as envoyé exactement? Tout. À qui? Au conseiller externe. Au comité de surveillance. À l'assureur. Pour la première fois, une véritable peur est apparue sur son visage. L'assureur? Oui. Marc semblait confus. Pourquoi est-ce important? Valérie s'est tournée vers lui. Parce qu'ils enquêtent sur les responsabilités civiles et pénales. C'est là que Marc a enfin compris. Que se passe-t-il lundi? La demande de conservation des preuves arrive à 7h30. Valérie m'a fixé. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que vous avez fait. Étienne est monté dans son SUV et est parti. Marc s'est tourné vers moi. Élodie, s'il te plaît. Rentre à la maison. Tu ne rentreras pas à la maison. Son expression a changé. Quoi? La demande de divorce a été déposée hier. Tu l'as déjà fait? Oui. Tu ne m'en as même pas parlé. Je l'ai fixé. Tu me mens depuis des mois. Je me suis tournée vers ma voiture. Élodie. Je me suis arrêtée. Tu voulais des conséquences, a-t-il dit. Non, Marc. Je voulais la vérité. Je suis partie. À 7h18 le lendemain matin,
Solène m'a envoyé un SMS. Ils viennent de bloquer tous les accès. 12 minutes plus tard, mon avocat a appelé. L'avis de conservation a été remis. Et alors ? Le cabinet de Valérie a fait appel à un avocat externe. Il a marqué une pause. Il y a autre chose. Quelqu'un a essayé d'accéder aux archives de sécurité vers 2 heures ce matin. Je suis resté parfaitement immobile. Qu'est-ce que ça signifie ? Sa voix a baissé. Ça veut dire que la liaison est peut-être le plus petit de leurs problèmes maintenant. Le lundi matin a frappé le cabinet de Valérie comme une bombe. À 8h15, Solène m'a écrit. Verrouillage complet. Gel informatique. Les avocats externes sont là. Valérie a apparemment essayé de présenter tout cela comme une vendetta personnelle. Une épouse furieuse se vengeant d'une liaison. Cette explication a duré moins d'1 heure. L'enquêteur de l'assureur ne s'intéressait pas à mon mariage. Il voulait savoir pourquoi les frais d'hôtel de Marc avaient été étiquetés comme voyage d'affaires. Pourquoi Valérie avait approuvé ses remboursements elle-même. Et pourquoi quelqu'un avait tenté d'accéder aux vidéos de surveillance à 2 heures du matin le dimanche. À 10h12, l'entreprise a envoyé une note interne à tout le personnel. Un cadre supérieur avait été mis à pied administrativement. Un employé impliqué dans une enquête sur un conflit d'intérêts avait également été suspendu. Pas de nom. Personne n'en avait besoin. À midi, tout le monde savait. Marc m'a envoyé un SMS. Nous devons parler. Maintenant. J'ai répondu, passez par les avocats. Gardez tout par écrit. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tu m'as humilié devant ma famille. J'ai fixé l'écran avant de taper, coucher avec la femme de ton frère a fait ça. Il n'a pas répondu. Ce soir-là, Marc est venu à la maison. Je l'ai accueilli sur le porche. Je ne l'ai pas laissé entrer. Élodie, s'il te plaît. Pouvons-nous parler comme des adultes ? Tout ce qui est légal passe par nos avocats. J'ai perdu mon travail. Tu as été suspendu. Ils vont me licencier. Je n'ai rien dit. Sa voix a monté. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait ? Tu couchais avec ta patronne pendant qu'elle approuvait des dépenses douteuses pour toi. Son visage s'est crispé. Tu es froide. Je suis juste précise. Il avait l'air épuisé. Nous pouvons recommencer à zéro. Je quitterai l'entreprise. Je ne parlerai plus jamais à Valérie. Thérapie, limite, tout ce que tu veux. Non. 6 ans ne signifie rien ? Il signifiait quelque chose pour moi quand j'étais dedans. Ça l'a fait taire. Mardi matin, Marc a signé les documents de séparation et de partage des biens. Le divorce lui-même prendrait plus de temps, mais financièrement, les lignes étaient enfin claires. Puis, un autre problème est apparu. Solène m'a appelé. Ils ont supprimé mon poste. Bien sûr. La femme qui avait exposé l'inconduite était soudainement devenue inutile. Mon avocat a déposé une plainte pour représailles l'après-midi même. Solène avait déjà été identifiée comme témoin protégé dans notre documentation originale. Le ton du cabinet a changé rapidement. Dès vendredi, elle avait ses indemnités, 3 mois de couverture santé et une lettre de recommandation professionnelle. Quelques semaines plus tard, elle a commencé un poste de contractuel dans mon entreprise via un processus de recrutement indépendant. La vie a recommencé à devenir calme. La maison était à moi. Mon emploi du temps était à moi. Personne n'envoyait de SMS à minuit avec une nouvelle excuse. Valérie ne s'en est pas remise aussi bien. Sa mise à pied est devenue permanente. Des mois plus tard, elle a trouvé du travail dans un cabinet beaucoup plus petit dans une autre ville avec une baisse de salaire importante. Étienne a demandé la séparation presque immédiatement. Il a changé les serrures avant même que l'enquête de l'entreprise ne soit terminée. Marc a galéré aussi. 3 cabinets concurrents l'ont refusé après vérification des références. Finalement, il a trouvé un contrat de 6 mois sans réelle perspective d'évolution. Mais ce qui l'a détruit n'était pas de perdre son emploi. C'était de découvrir ce que Valérie faisait derrière son dos. Étienne m'a appelé un après-midi.
Tu devrais probablement savoir ça. Quoi? Les avocats de Valérie ont trouvé des brouillons internes qu'elle avait préparés avant que tout n'éclate. Je savais déjà que la réponse ne me plairait pas. Elle se protégeait. Comment? Si la liaison éclatait, elle prévoyait de dire que Marc l'avait harcelée. Je suis restée silencieuse. Elle l'avait documenté comme l'employé agressif. Étienne a continué, elle s'était fait passer pour la cadre qui avait fait une erreur en fixant des limites. Ainsi, Marc avait détruit son mariage et trahi son frère pour une femme qui était déjà prête à le sacrifier. Il pensait être spécial. Il n'était qu'une assurance. Environ un mois plus tard, je suis entrée dans mon allée et j'ai vu Marc attendre près de sa voiture. Je suis descendue et je me suis dirigée vers la maison. Élodie, attends. J'ai continué à marcher. S'il te plaît. 5 minutes. Je me suis arrêtée. Tu en as 3. Il avait l'air différent. Plus mince. Fatigué. Plus aucune confiance en lui. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix. Il a tressailli. Valérie me donnait l'impression d'être important. Je me suis laissée emporter. J'ai attendu. J'ai tout gâché ce qui comptait. Voilà. Des excuses qui n'arrivaient qu'une fois que l'autre option s'était effondrée. Je ferai n'importe quoi, a-t-il continué. Thérapie, nouvelle limite. Tout ce que tu veux. Non. Réfléchis-y seulement. Je l'ai déjà fait. Il s'est approché. Tu ne crois pas que les gens peuvent changer? Je crois que les circonstances changent. Son visage s'est durci. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça avait marché avec Valérie, tu ne serais pas là. Il n'a pas pu répondre. Je me suis appuyée contre la rampe du Porsche. Tu veux savoir quand j'ai su que quelque chose n'allait pas? Marc m'a regardé. Notre anniversaire. Son expression a changé. Tu es rentré et tu m'as reproché d'avoir prévu un dîner. La phrase était trop polie. Trop préparée. Tu me surveillais? J'observais des schémas. Il a secoué la tête. Alors, nous avons tous les deux fait des erreurs. J'ai failli rire. Tu as trompé ta femme avec celle de ton frère et tu compares ça au fait que j'ai remarqué ton comportement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Il s'est tu. Puis ses yeux se sont rétrécis. C'est à cause de Solène? Non. Tu lui as donné un travail. Elle a postulé via une agence. Nous ne sortons pas ensemble. Marc a détourné le regard. Elle a trahi Valérie. Non. Elle l'a démasqué. Cela a mis fin au dernier argument qu'il avait. J'ai ouvert ma porte d'entrée. Ne reviens plus, Marc. Élodie? Non. Pas peut-être. Pas un jour. Juste non. Il est resté là encore un moment avant de retourner à sa voiture. Je l'ai regardé partir. Puis je suis entrée. Des mois plus tôt, le silence dans cette maison ressemblait à une punition. Maintenant, c'était différent. Pas de mensonges. Pas de réunion à minuit. Pas de téléphone caché. Pas de mari essayant de me convaincre qu'attendre du respect était une forme de contrôle. Juste la paix. Marc pensait que la pire chose que j'ai faite était de le dénoncer. Il se trompait. La pire chose, pour lui, était de réaliser que j'avais appris à quel point ma vie pouvait être paisible sans lui. Cette histoire nous plonge au cœur des trahisons les plus intimes, là où les liens du sang et les engagements du mariage sont brisés par l'égoïsme et l'ambition mal placée. Le personnage d'Élodie nous montre une force tranquille extraordinaire. Au lieu de succomber à la colère immédiate ou à l'hystérie, elle choisit la voie de la rationalité et de la dignité. Elle ne se contente pas de découvrir l'infidélité, elle démantèle un système de mensonges qui touchait aussi bien sa vie privée que le milieu professionnel. La leçon ici est limpide, le respect de soi est la base de toute relation saine. Quand ce respect disparaît, il ne reste plus rien à sauver. Marc, de son côté, illustre parfaitement la chute de celui qui pense pouvoir manipuler tout son entourage sans jamais en payer le prix.
Sa tentative finale de réconciliation montre qu'il ne regrette pas ses actes, mais seulement les conséquences qu'ils ont eues sur son propre confort. Quant à Valérie, elle représente la trahison ultime, prête à sacrifier son amant pour sauver sa carrière, prouvant que les relations nées dans le mensonge finissent souvent dans la destruction mutuelle. La fin de l'histoire nous rappelle que le silence et la solitude ne sont pas des punitions, mais peuvent devenir des sanctuaires de paix une fois que les éléments toxiques sont écartés. Élodie n'a pas seulement gagné son divorce, elle a récupéré sa liberté et sa sérénité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'une trahison familiale comme celle-ci peut un jour être pardonnée, ou la rupture doit-elle être définitive pour pouvoir se reconstruire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.